Bonjour à toutes et à toutes, à toutes et à toutes, à toutes et à tous. On reste inclusif. Je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour Recettes de prod, les bons conseils, saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres productrices, producteurs et actrices de la production audiovisuelle et cinéma avec des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode, une bonne et une mauvaise recette, mais surtout la richesse de ces métiers dans ce secteur. Alors sans plus attendre, allons-y avec Anaïs Edou, notre invitée pour ce nouvel épisode interview Recettes de prod, les bons conseils. En réelle passionnée de la création narrative, Anaïs Edou se nourrit de tous les arts pour créer le sien. Comédienne, scénariste, réalisatrice et productrice, Anaïs a commencé sa carrière par le théâtre et s'est vite prise de passion pour la création et l'incarnation d'histoires fortes. Et très vite, grâce à l'écriture, elle va accéder à la réalisation et actuellement, Anaïs est en pleine post-production de son premier long-métrage, Joseph, réalisé au cours de ce printemps 2025. Je suis ravie de la recevoir. Anaïs, bonjour. Bonjour Virginie. Ça me fait plaisir d'entendre ce que vous venez de dire. J'ai fait mon long métrage, je n'arrive toujours pas à réaliser. Ouais, c'est énorme. C'est quand même une expérience extraordinaire et vraiment bravo parce que je sais ce que ça représente comme chemin de vie. Voilà. Avant qu'on entre vraiment dans le détail de ton histoire, de ton parcours, est-ce que tu peux te présenter rapidement avec tes propres mots ? Bah oui, je m'appelle Anaïs. Alors, moi, j'aime pas trop dire je suis scénariste, réalisatrice, productrice. Je porte des histoires que j'écris et j'essaye d'aller jusqu'au bout du processus en essayant justement de pas trop le passer de main en main pour ne pas transformer l'histoire et ce que j'avais envie de raconter à la base. Parce que sinon, chacun vient mettre sa petite sauce en plus. Et donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment respecter l'histoire. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Et après, ça passe par évidemment trouver mes personnages, la mise en scène, filmer, monter. Tout ça, tout ce processus-là, du début à la fin, me passionne. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Je l'ai fait déjà au théâtre, je l'ai fait au cinéma. Récemment, j'ai terminé mon premier roman. C'est le fond qui m'intéresse et au niveau de la forme, j'essaye d'apprendre. Bravo, oui, vraiment passionné, engagé et multicasquette pour servir vraiment l'essence, le cœur de tes projets, de tes histoires que tu veux porter. Et finalement, le médium n'est qu'accessoire, c'est juste pour permettre de partager cette histoire avec le grand public. Donc c'est pour ça que tu peux faire à la fois du théâtre, de l'audiovisuel, du cinéma et un roman, c'est super aussi. Le théâtre, on m'a toujours dit, si tu as quelque chose à raconter, alors monte sur les planches parce que c'est pas compliqué, tu loues une salle, tu ramènes des gens qui viennent voir ton spectacle, tu arrives à te rembourser. Et ils m'ont dit, fais ton film au théâtre. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord. Avant de rentrer dans le détail, on va remonter encore plus loin dans ton histoire parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi comment tu en es arrivé là, à ces métiers-là. Est-ce que c'était conscient dans ton esprit que tu voulais raconter des histoires, écrire déjà quand tu étais jeune ou tu te prédestinais à une toute autre carrière ou à un autre métier ? Oui, mais alors c'était très abstrait. Ouais. J'écrivais beaucoup d'histoires. Je viens du Nord, d'une école où il n'y avait vraiment aucune place pour ça. D'accord. C'était des lycées scientifiques, il fallait faire un bac S. J'ai du coup été entourée de beaucoup de gens qui ont fait médecine, dont mes parents, mon frère, ma meilleure amie à l'époque aussi. Donc faire L, déjà, c'était pas gratifiant du tout. C'était, Donc il fallait que je rentre dans le moule, d'où le fait de partir dans des écoles de commerce. Ah oui. Ouais. D'accord, mais du coup, tu te forçais à coller cette idée qu'il fallait avoir un profil plutôt scientifique, rigoureux, voire mathématique pour avancer dans la vie. Est-ce que tu as continué à écrire à côté ? Comme je disais, en fait, moi, j'ai jamais été vraiment contrariée par mon avenir. D'accord. Je vivais l'instant présent, j'adorais aller en cours, j'avais des amis, j'étais en échec scolaire, mais bon... tu passais un bon moment. Ouais, puis j'enviais pas non plus mon frère qui, lui, a fait médecine et qui travaillait tout le temps, ses cours et tout ça. Moi, j'avais une espèce de liberté, puis comme mon frère a réussi ses études, ma mère m'a laissé un peu faire ce que j'avais envie de faire. Ça a apporté une espèce d'équilibre dans la fratrie. Voilà. Ouais, non, mais je me suis dit après, je vais partir à l'étranger. Je suis partie faire des études de finance à Vancouver, au Canada, parce que j'avais envie de partir très loin. C'est pas léger. Mais je me souviens, au Canada, j'écrivais des sketchs. D'accord, ok. En anglais. Vraiment, là, je me rends compte que l'écriture était vraiment là. Donc, tu pars à Vancouver pour faire des études de finance, c'est ça ? Ouais.
Et en même temps, tu écris des sketchs sur ta réalité, sur ce que tu découvres là-bas. Tu écris sur quoi finalement? Alors, c'était drôle parce qu'à l'époque, pour aller à Vancouver, il y avait un site internet qui s'appelait Craigslist Ouais. pour trouver un logement. J'allais pas partir avant pour aller chercher un appartement, donc je l'ai trouvé comme ça sur internet. Évidemment, quand je suis arrivée sur place, c'était pas du tout ce qui était convenu par message. Je me suis retrouvée donc à l'autre bout du monde sans logement. Et j'ai rencontré des Québécois qui avaient un hôtel, le Sinclair Hotel, un hôtel un peu pourri sur Granville Street. Et ils m'ont dit, bah, si tu veux, on a une espèce de chambre là-haut. Ils m'avaient fait un tout petit loyer, ils m'avaient dit, tu peux rester là, à côté de l'école. Et donc, j'ai vécu dans un hôtel. D'accord, ok. Pendant 4-5 mois. Ok. Et donc, j'ai rencontré plein de gens. Et donc, Ouais. je m'amusais à raconter, en fait, leurs histoires. J'écrivais des histoires. Enfin, je vois que cette fibre-là, je l'ai toujours eue. Mais c'est arrivé que très, très tard. D'accord. Et je pense même que j'aurais peut-être pas pris cette voie si j'avais pas rencontré donc à Lille Jean-Yves Lafesse. D'accord. Et comment ça s'est passé alors cette rencontre? Je rentrais d'un stage à Londres, ma vie était un peu un film. J'allais là où les opportunités s'ouvraient, j'ai fait plein de petits boulots et tout ça. J'étais en train de me marrer avec mes copines en boîte de nuit à Lille en sortant. Et Jean-Yves Lafesse m'a remarqué. D'accord. Et il m'a dit, je vous entends là depuis tout à l'heure faire vos conneries. Faut que vous fassiez du théâtre. Ah, ok. Et il m'a donné son numéro, il m'a dit, bah appelez-moi. Waouh, pas mal. Ah oui, d'accord. Donc ça l'avait marqué, ton phrasé, ta manière de raconter les histoires, les réactions des gens derrière. C'est rigolo Ouais. ça. Bah, je me souviens, c'était la période de Noël. Ouais. J'avais terminé à Vancouver, j'allais commencer un autre stage à Londres, je sais plus trop quoi. Je crois que je devais avoir 23 ans. Et je l'ai appelé et en fait, je suis allée à Paris passer Nouvel An avec lui et ses amis, enfin et des amis, dont un metteur en scène de théâtre, Philippe Perrin-Lacroix, D'accord. qui m'a dit bah écoute, moi je veux bien te prendre à l'école, enfin tu fais une école, tu vas jouer au théâtre aussi. Enfin, j'ai dû dire à ma mère, bon maman, je pense que cette fois c'est la bonne, je vais tout arrêter, je vais faire du théâtre. Voilà, la finance c'était sympa, mais là ça me parle plus quand même. C'est ça. Mais oui, je me demande si j'avais pas rencontré Jean-Yves Lafesse où je serais aujourd'hui. Je pense que C'est je fou, hein, ferais ce incroyable. métier-là, mais en faisant rire les gens, j'adorais faire rire les gens. Donc tu intègres cette école de théâtre? Je joue dans une pièce, D'accord. et là j'ai une révélation. Ok. J'ai adoré, donc je jouais un texte, c'était une pièce classique de Nice Bonal. Déjà, j'ai fait un personnage avec écrit l'accent québécois. D'accord. Parce que je sais prendre ce maudit facile. accent-là du Grand Nord tantôt. Ah, là. J'ai dit, bon, je vais Wow. le faire comme ça, tu sais quoi, ça va être meilleur, ça va être meilleur. Excellent, j'adore. Je le fais et là, j'ai une révélation. Je me dis, mais je vais écrire des sketchs. Donc là, j'ai commencé à écrire des sketchs. J'ai raconté la mythologie grecque avec l'accent québécois. J'ai fait toutes les scènes ouvertes de Paris. Waouh, Voilà. super. Jusqu'à tomber sur Christelle Graillot, qui s'occupait de la Miss Météo de Canal à l'époque et qui m'a dit, mais il faut trop que tu passes les essais pour faire Miss Météo de Canal. Puis Ah oui, après c'est vrai. Doria, là. Ok, Donc j'ai passé les essais, j'ai écrit des sketchs, ça m'a aidé. Et puis bah, je l'ai pas eu, d'accord. la météo. Ça m'a pas déboussolée, j'ai continué à écrire des sketchs. J'ai rencontré Ahmed Hamidi, qui faisait partie des Guignols à l'époque, qui m'a dit faut que tu écrives une web-série. J'ai écrit une web-série qui s'appelait Bref de pétasse, qui a été produite après par Fred Testo, Dailymotion. Enfin, D'accord. vraiment, j'ai commencé à faire beaucoup d'humour. Et ça t'a aussi introduit un petit peu à l'audiovisuel. Donc là, tu sors un peu des planches pour Bah non, commencer parce à qu'en toucher fait- les écrans ou pas Non, vraiment? pas du tout. Bah D'accord. si, parce que donc les Brefs de pétasse, c'est moi qui écrivais les sketchs. Donc j'écrivais les sketchs, Ouais. on les jouait, je faisais ça avec ma cousine. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais ce truc-là. D'accord. ok. J'avais cette facilité à écrire des blagues par rapport aux autres. Je suis rentrée dans un pôle d'auteurs après chez Dailymotion. À l'époque, ils avaient un pôle Ouais, d'auteurs c'est vrai. Ouais. dans le 6e arrondissement où on écrivait des sketchs, on les tournait l'après-midi et tout ça. Donc là, Super. je me suis rendu compte de ce muscle. Ouais. De vraiment fournir des sketchs. Mais après, je trouvais ça assez marrant, c'est-à-dire qu'il y avait des réalisateurs et je me disais par rapport à ce que j'ai écrit, il aurait fallu le rythmer un peu mieux. Enfin, j'étais souvent déçue. Frustré par Je la me version dis- finale. Mais oui, quoi. je disais non, là, il y avait un regard à faire. Enfin, j'étais... Ouais. Et là, je me suis rendu compte, moi qui étais pas à ce que je faisais dans mes études de finance, et là, je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir une exigence. Je me suis révélée à avoir une fibre où je veux, du coup, qu'on respecte ce que j'ai écrit. Ouais. Je commençais à m'impliquer vraiment là-dedans. Enfin, donc là, j'ai commencé à réaliser un peu moi-même aussi, un peu à toucher au montage. Super. Ok. J'avais écrit un premier court-métrage qu'on a tourné avec ma cousine aussi et tout. Et puis vraiment, moi, c'était après le théâtre qui m'intéressait. Ok. Et c'est là où je me suis dit, en fait, tous ces petits sketchs mis bout à bout, faut que je fasse un Un spectacle. spectacle. Ouais. Un seul en scène, du coup. Un seul en scène, oui, un one-woman show. Enfin, Super. euh, Là, t'as quel âge? 25, 26 ans? Parce que... La première fois que j'ai eu des prix pour ce spectacle, c'était en 2021, je crois. C'était assez tard, mais je l'ai beaucoup joué. Je crois que c'était en 2017, un truc comme ça que j'ai commencé à le D'accord. jouer. Ok. Et là, c'est pareil. J'ai joué, puis il y avait 3-4 personnes dans la salle, jusqu'au jour où il y a une fille, Alix Doge de France Info, qui est venue voir le spectacle, qui m'a mis coup de cœur de France Info. Ah.
Et puis là, il y a eu l'effet boule de neige, donc coup de cœur de France Info, j'ai eu Télématin, j'ai eu plein de presse, donc la salle était pleine. Super. Bravo. Et là, c'est juste incroyable de jouer devant des gens qui ont vu ça dans un magazine, qui ont envie de venir voir votre spectacle, qui rigolent de bon cœur et tout. Donc ça a été incroyable. Et puis, le petit succès parisien m'a permis après de faire une tournée en France avec un tour. J'avais un détourneur qui me proposait de... Super. Et là, c'est vrai que j'ai connu un peu la solitude des dates de province seule, avec en plus, moi, j'avais pas l'argent de prendre un régisseur, donc je devais répéter pendant 3-4 heures avec le régisseur qui était dans le théâtre où j'allais. Après, j'allais me changer, donc c'était généralement, je me prenais des hôtels Ibis Budget à côté de la gare. Je jouais mon spectacle, j'avais l'adrénaline. Après, j'allais prendre un verre et après, je rentrais seule et je changeais de ville. Et là, j'ai commencé à souffrir. Et aussi, il y a ce truc-là de... En fait, quand on arrive dans une ville, le spectacle, il n'est pas fait du tout. Il faut tout faire. Oui, c'est vrai. Parfois, on se plante. Tout réadapter. Parfois, j'étais fatiguée. Parfois, on n'est pas dans un humour... dans une humeur, pardon, où on arrive à faire le spectacle. Donc, je me suis dit... Là, vraiment, il faut que je prenne sur moi, il faut que je fasse rire les gens. Ça me demande de déployer une énergie folle, seule sur scène, où j'ai eu un peu d'angoisse. Enfin, il y a eu, voilà. Et je me suis dit, j'adorerais aller dans des villes, présenter quelque chose qui est déjà dans la boîte, quoi. Ne pas avoir besoin de toujours le refaire. Parce qu'en plus, on est frustré, c'est jamais la même chose. Ouais. Ah bah oui. Parfois, je pars dans des impros totales. Le public au lieu de faire 1h30, je pars sur 1h45 parce que je suis dans mon élément, les gens rient, c'est trop cool. Mais voilà, j'ai des dates où les gens étaient en train de dîner en même temps. Enfin, j'ai tout fait, quoi. Bah, dis donc, bravo. Quel courage. Ça demande quand même un vrai courage et aussi cette capacité à quand même y aller, quoi. Même quand tu as un petit coup de mou, un coup de fatigue, il faut quand même se donner. Oui, et puis vraiment, on apprend. J'ai appris sur place. Quand j'ai joué dans des grandes salles avec le micro, là, c'est super compliqué, en fait, d'avoir... Comme les accents, c'est avec l'oreille. Je n'entendais pas l'accent québécois, j'avais l'impression de ne pas réussir à le faire, donc du coup, je le forçais et tout. J'avais jamais joué avec un micro de ma vie. Toutes ces petites choses-là fait qu'on s'affaiblit un peu, c'est difficile. Et après, je trouve qu'il y a cette espèce de compétition dans tout ce qui est stand-up. Bon, moi, je faisais pas du stand-up, je faisais des personnages. Donc, j'ai vite eu envie de faire mon spectacle à moi toute seule pour être tranquille. Parce que faire des scènes ouvertes où ils sont 15 à performer sur les blagues et tout ça, moi, je souffre trop. Je suis pas du tout dans la compétition. Trop compétitif. C'est déjà comme une expérience énorme, quoi. Donc toi, tu vas au bout de ce circuit de salles en capitale, en province, et là, tu te rends compte que c'est quand même difficile seul. Ça demande quand même un déploiement d'énergie dingue à la fois dans la prépa et dans la performance pour tenir la promesse que le public attend. Et c'est là où tu dis, mais comment je pourrais faire pour avoir quelque chose finalement prêt à être diffusé au public, où là, je sais que ce sera toujours nickel parce que j'ai pas besoin d'être toujours à 100% de mon énergie, à 100%... Ouais, et aussi, je pense que je le savais que je ne suis pas humoriste. Oui. Donc ça, c'était vraiment au fond de mon cœur. J'avais envie de faire un film au théâtre. Donc je faisais 8 personnages différents. J'ai raconté l'histoire d'une fille qui pensait être la réincarnation de Jean Cocteau. J'ai fait 8 personnages. Et c'est vrai que je pensais pas que ça allait être drôle comme ça. Je voulais embarquer les gens, des lumières, des trucs. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, je ne suis pas à ma place. Oui. Ou tu voulais peut-être aller plus loin sur le fait de raconter l'histoire de ces personnages-là. Ouais, et puis vraiment, je me suis dit, je ne suis pas humoriste. C'est-à-dire que, en fait, quand vous faites des blagues comme ça sur scène, quand vous faites des interviews dans des médias, on vous demande d'être drôle tout le temps. Faut faire de la vanne et tout. Je suis pas du tout intéressée par ça, en fait. Oui, parce que tu es auteur et interprète. Oui, moi, ce que je veux, c'est raconter des histoires. Donc, je me suis dit, cette tournée qui m'a amené quand même énormément de moments de solitude, je me suis mise à écrire. D'accord. Je me suis mise à écrire un premier court-métrage, le Tournesol. Et je me suis retrouvée après bloquée par le confinement. Ah oui, donc c'était 2020 du coup. Début 2020. Et puis j'ai eu ma petite fille aussi, donc j'avais plus envie d'aller jouer au théâtre. Donc j'ai commencé à écrire ce premier court-métrage que j'ai envoyé à un producteur lyonnais. Et qui m'a dit, vraiment, je trouve que c'est très, très bien écrit. Je pense que tu peux le faire. Je veux bien le faire. Il faut que tu me trouves une tête d'affiche. Et puis moi, je fonce avec toi. Super. OK. Donc là, tu pars à la recherche de ton casting. Donc là, je pars à la recherche de mon casting. Après, c'est vrai que j'avais plus ou moins écrit pour Joe Star. OK. Pour qui j'avais déjà beaucoup d'affection. Parce que c'est vrai qu'après, mon histoire, c'est beaucoup de rencontres. Oui. Et Joe Star, je l'ai rencontré un soir, je me suis retrouvée d'ami en ami à faire une soirée chez lui.
Et je lui ai parlé du coup de tout ça, du spectacle, de tous mes doutes, de l'écriture. Mais j'étais en train de jouer mon spectacle et j'avais pas encore écrit mon court-métrage. Et il m'a dit, D'accord. si un jour tu as quelque chose, tu m'appelles. Ah, super. Cool. Donc je l'ai gardé ça en tête. Pour mon spectacle, il a été très sympa, il partageait sur les réseaux. Enfin, il m'a toujours vraiment soutenu d'idées. Donc j'ai appelé son agent 5 ans plus tard en disant, enfin peut-être pas 5 mais 4, en disant j'ai Ça un y est. projet pour lui. Ouais. Il a dit oui tout de suite. Super. Il joue un médecin dans ce film. Et donc voilà, on l'a fait un peu sans prétention. Il y a Dany aussi qui a rejoint le casting, qui jouait ma grand-mère, qui m'a dit t'as pas de costume pour ton film, viens on va aller chez Chanel. Enfin, elle m'a ouvert les Super. portes, on répétait. Et puis alors là, moi j'ai encore eu plus une révélation de voir des acteurs réciter mes textes. Ouais, incarner tes personnages. Ouais, même en répétition, rien que de faire réciter le texte pour qu'elle se sente à l'aise, rien que prendre ce rôle-là, m'occuper des acteurs et après la voir, oui, incarner le personnage, se transformer. Et j'ai vraiment eu une révélation. Joey Starr aussi, qui est très à l'écoute, qui est rentrée dans le personnage. C'est difficile en plus dans un court-métrage parce que on a 4 jours pour essayer de donner son maximum, c'est très court. Et le court-métrage, après, il a été vendu à Canal+, à OCS et tout ça. Super. Mais j'ai eu quand même un petit souci avec ce producteur à l'époque qui s'est mis co-réalisateur avec moi en fait. Ah bon? Ouais. Mais pourquoi? De fait? Lui, il était réalisateur et puis parce que c'était cool pour lui de réaliser un film avec Joey Starr. Alors que du coup, c'est vrai que moi, j'ai amené et de l'argent et Joey Starr et Dany et la musique de Joseph Chédid, etc. Donc en fait, c'est moi qui ai produit ce film. Mais je n'avais pas encore conscience que j'avais produit le film. Oui. C'est ça, en fait. Oui. Produire un film, c'est Tu t'en es rendu compte après? Ouais, je me suis dit. On me l'a dit aussi. On m'a dit, t'as produit le film, en fait. Ouais. Et puis, hop, il a mis son a fait la prod nom sur le exécutive. crédit qu'il arrangeait pour sa lumière personnelle. Incroyable. Ouais, en tant que producteur, c'est quand même compliqué. Bon, le film était là. Et pareil, encore une fois, ça a été une révélation. Après, moi, je suis retournée jouer au théâtre après le confinement parce que j'en avais envie après ma grossesse et tout ça. Et puis parce que la scène, c'est juste magique. Quand je sors de scène, j'ai plein d'inspiration et tout ça. Et donc voilà, cette première collaboration avec Joey Starr, je me suis dit, il faut que je fasse maintenant le long. J'ai pas fait un cours pour pas faire le long. Ouais, ok. Et là, c'est vrai que ce long métrage-là, que j'avais d'abord écrit avant de faire le court métrage, j'ai écrit la première version de ce film il y a 10 ans. D'accord, ok. Ça t'est venu comment, cette histoire? Comment t'as voulu écrire, Joseph? De pas mal d'échecs dans ma vie, de mes études, de n'avoir pas pris conscience de l'importance de travailler à l'école et de faire des études. Bon, même si aujourd'hui, je me dis que bon, c'est pas grave. J'ai fait le conservatoire de musique. C'était hyper exigeant. Je suis pas non plus rentrée dans le moule. Enfin, je me suis rendu compte de beaucoup d'échecs que j'ai eus. J'ai loupé la Miss Météo de Canal. J'ai loupé des castings. Enfin, j'ai loupé quand même beaucoup de choses. Ça m'intéressait de créer un personnage féminin qui a échoué et qui se résigne à trouver un job alimentaire et à essayer de vivre paisiblement, c'est-à-dire ne plus avoir d'ambition. Et ça, moi, je me suis dit, ça serait juste formidable. Si demain, je prends un job dans un bar et que je suis à ma place et que je n'ai pas besoin, je me suis dit, je veux écrire sur ce personnage qui me touche, qui me ressemble un peu. Et dans le long métrage, donc voilà, elle bosse dans une boutique de cosmétiques, elle est un peu en burn-out parce que, bon, au bout d'un moment, évidemment, on a envie d'autre chose. Il y a un voyage à Tokyo à gagner, elle remplit son nom, elle gagne. Et elle va se dire, je plaque tout et je me barre au Japon. D'accord. Elle va prendre des cours de japonais avant son départ et elle va se retrouver avec Joey Starr qui, lui, est toujours friand de nouveaux objectifs. Donc, il se dit, moi, j'ai envie de me tester devant un public qui n'a pas d'a priori sur moi. Je vais partir au Japon faire des concerts, je vais m'autoproduire. Donc, j'apprends le japonais aussi. Donc, en fait, c'est drôle. Lui, il a réussi. Enfin, je veux dire, il n'est pas rassasié de sa réussite. Elle a rien fait du tout. Et c'est la rencontre de ces deux personnages. Et c'est rien de plus qu'une rencontre. C'est une rencontre, mais ça soulève quand même un sujet qui est hyper important aujourd'hui, où finalement, on a le droit de ne pas réussir et qu'il ne faut pas non plus avoir honte de ça. Et non, mais dans le film, Joey Starr, il lui dit... C'est important d'en parler, parce qu'on n'en parle pas tant que ça, mine de rien. Dans le film, Joseph dit, j'ai pas d'ambition. Et elle dit, si, j'aimerais bien être médecin, mais bon, est-ce qu'à 35 ans, je vais me lancer dans 10 ans d'études pour, au final, j'aurais adoré être chanteuse, j'aurais adoré être pilote d'avion, test de l'air, mais là, je me résigne à me dire que j'ai quand même raté certaines choses. Donc, je pars et puis je vais essayer de trouver un job, me trouver des amis, vivre, tout simplement. Ouais. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Ça me touche beaucoup. Et lui, il est touché par ça. Non, mais c'est un vrai sujet. En plus, je trouve que c'est tellement d'actualité. C'est hyper d'actualité. Parce qu'on nous a poussé à vraiment avoir toujours beaucoup plus d'ambition, toujours vouloir plus, taper plus haut, plus fort, machin, etc. Et du coup, il y a cette surculpabilisation, finalement, d'avoir peut-être une vie simple, mais une vie sympa quand même. Alors que c'est peut-être ça, la réussite. Enfin... Non, mais c'est ça. Et après, elle rencontre Joey Starr, qui est célèbre dans le film,
et qui n'est pas forcément non plus dans une période de sa vie où il est très heureux. Oui. On met souvent aussi la réussite avec le bonheur. Oui, c'est vrai. On s'isole. Moi, j'ai tellement attendu de faire mon film et c'était tellement dur qu'aujourd'hui, j'ai un petit vide. Oui. Toute cette Ouais. angoisse est sortie et donc je me sens un peu seule sans mes angoisses. Donc après, il y en a d'autres qui arrivent, c'est-à-dire j'espère que mon film va toucher les gens, que cette histoire, je ne l'ai pas portée 10 ans pour qu'au final, elle n'ait pas d'intérêt, etc. Mais vraiment, ce que j'ai envie de raconter, c'est un peu un titre d'un livre d'Anna Gavalda, c'est J'aimerais ou je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Ouais. Là, il est là. Et en plus, ce que je trouve joli, c'est qu'elle va pas devenir avocate. Il n'y a pas quelque chose qui va faire. Et c'est ça que les producteurs m'ont dit souvent, c'est de dire, mais cette fille, elle n'évolue pas. J'ai dit, on n'a pas besoin de montrer l'évolution d'un personnage. Je montre l'évolution de la relation avec Joey Starr dans le film. Ouais. Mais et alors, si à la fin, lui, de toute façon, qu'est-ce qu'il a à lui offrir? Pas grand-chose. Bah, ouais. Mais ce que je veux filmer, c'est cet instant-là. Ouais. Non, parce qu'après, on se demande toujours, on vit ça, cet instant, on se dit, bon, est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'il m'a aimé? Est-ce que, voilà. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je veux pas filmer ça où la rencontre est foudroyante, elle va partir, il va la retrouver, il va machin. Ce que je veux, c'est les regards. Lui, il est impressionné par cette fille quand même. La pudeur, c'est une relation pudique, il n'y a rien, il se passe rien dans le film. Oui, mais c'est comment finalement deux chemins de vie différents, à un moment donné, ils se croisent, qu'est-ce qui se passe sur ce croisement, quoi? Comment ça va les nourrir et quand même les changer l'un l'autre sur ce moment-là. Et après, je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est de faire réfléchir le spectateur. Parce que, par exemple, dans Lost in Translation, c'est un film que j'adore. Ouais. On a envie de tout plaquer pour partir vivre à Tokyo. On a envie de rencontrer quelqu'un qui va nous bouleverser. Ouais. Et ça nous amène à, même si le film est assez lent, à la fin, en fait, ils se quittent, on ne sait pas trop ce qu'ils se disent. Mais en fait, le fait de l'avoir filmé, ça veut dire qu'il y a quelque chose par rapport à la perception du public, c'est que le public vient nous dire après... c'était une histoire en fait d'amour. Enfin, c'est intéressant aussi justement de dire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire. Et puis ça peut être un regard, ça peut être, je sais pas, tu peux te dire, je vais dans un festival du podcast, tu rencontres quelqu'un avec qui tu vas super bien t'entendre. Lui, il habite loin, tu vas plus le revoir. Ouais, c'est vrai. Tu vas raconter cette histoire à des copines ou quoi. Qu'est-ce qui reste de cette histoire? Et toi, ça peut te rester à vie. Tu ne dois pas la rappeler et tout, mais c'est limite plus important que certaines histoires d'amour que tu as pu vivre. C'est vrai. Donc, c'est ça que j'ai envie de raconter, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'ose même pas déranger mutuellement ni se rappeler parce qu'on n'a pas envie de casser tout ce qu'on a fantasmé. Ouais, c'est vrai. C'est des questions vraiment profondes et riches qui vont certainement bouleverser le public, ça, clairement. Mais du coup, c'est marrant parce que finalement, les histoires que tu portes, les narrations que tu portes, c'est sûr, ces questionnements-là, l'intime, vraiment, un peu la porte, la chambre cachée du cœur de chacun et des relations des gens entre eux. Oui, c'est ça. Parce que je trouve que c'est pas facile d'avoir ce recul déjà sur cette intimité-là qui est hyper personnelle, sur la perception qu'on a des relations qu'on peut créer avec les gens, même comme ça, dans des instants fugaces, et d'avoir des marqueurs à vie, alors qu'on sait qu'on va peut-être pas les revoir, qu'on s'interdit, comme tu dis, de les revoir ou de les recontacter. Comment tu t'es dit ça, il faut l'écrire, il faut que je trouve comment le mettre en forme, il faut que j'écrive. C'est du vécu, ouais. On travaille, par exemple, pour quelqu'un avec qui, après, on travaille plus, on n'a plus de contact. Surtout dans notre milieu. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller jouer mon spectacle pendant 4 dates, je vais vous dire, voilà, Aix-en-Provence, par exemple. On se retrouve avec le directeur du théâtre avec qui on s'entend super bien. Il m'a donné plein de tips, de trucs pour améliorer. En seul en scène, évidemment, on a le regard du public. Oui. Donc, d'essayer de ne pas perdre le fil du spectacle, de ne pas être troublé par un regard. D'ailleurs, ça, c'est intéressant de se dire qu'un regard, ça peut complètement nous faire oublier le reste. C'est fort, en fait. Et j'avais adoré cette personne-là. Et c'est vrai qu'après, moi, je vais jouer d'autres dates. J'ai plus le temps de le revoir. Et après, je me dis, mais je vais l'appeler pour dire quoi? J'ai adoré ce moment avec lui. Enfin, et puis après, je veux pas non plus qu'il pense que j'ai envie d'avoir une histoire avec lui. Donc, parfois, je peux être trop, pas assez. Je me dis, je sais pas. Mais c'est vrai pas évident. Que dans le cinéma et dans ces milieux-là, on fait un tournage, on est avec quelqu'un pendant 3 mois, et même avec, par exemple, Joey Starr, mine de rien, c'est quelqu'un qui a joué, il a joué aussi dans un programme que j'avais fait sur Instagram. Il a fait le tournesol, il a fait le long avec moi. En plus, on pourra en parler, mais avec une économie vraiment très limitée. Lui, il communique très difficilement. Pas tant que ça, quoi. Enfin, on ne peut pas se dire des choses. Voilà, donc moi, ce que je dois garder en moi, c'est de me dire...
il a fait le court, il a fait le long. Enfin, quand même, Oui, il doit le lien bien est là. m'aimer. Enfin, il doit quand même être content de Oui. travailler et de mon travail, etc. Ouais. Mais il faut lire entre les lignes. Oui. Et donc, cette espèce de relation où on a du mal à se dire les choses, je m'en suis servie pour mes personnages aussi. Mais oui, c'est du vécu. Moi, j'ai du mal à dire aux gens que je les aime, à mon entourage et tout ça. Et je trouve qu'avec les réseaux sociaux, avec tout ça, c'est très facile maintenant pour tout le monde de communiquer. Là, dans mon film, ils n'arrivent pas à se le dire. Mais je pense que c'est parce qu'ils le pensent encore plus fort. Oui, oui, oui. C'est une extrême pudeur ou parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont peut-être peur de casser ce lien qui est bien, quoi, qui leur fait du bien quand même. Et ils se disent, si on s'avoue les choses, ça peut peut-être faire basculer ça dans autre chose. Oui, après, la perception des gens, il y a des gens qui vont voir ça comme une lien. amitié, il y en a qui vont voir ça comme... Oui, je pense que pendant tout le film, il se dit, si je l'embrasse, ça va casser. Ouais. Oh, c'est dingue. J'ai hâte de le voir. Alors que normalement... Et puis, Joseph, elle est mal dans sa peau. Joey Star, lui, c'est un être un peu... Enfin, je veux dire, on voit toutes les filles sont quand même très attirées par lui. Elle est sur la réserve. On peut aussi avoir peur de se lancer dans... Enfin, Joey Star peut impressionner. Enfin, elle est dans ça. Et je trouve ça intéressant d'avoir des personnages un peu complexés. Parce qu'au cinéma, quand on monte des histoires d'amour, généralement, c'est avec des gens beaux qui s'aiment, qui s'embrassent sur la plage, qui sont nus dans des draps de soie. Et la vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. C'est clair. Et du coup, la production de ce film, comment ça s'est passé? Tu t'es produit toi-même? Tu as trouvé une société de production? Comment tu as amorcé ce travail pour faire produire le film? Moi, je suis scénariste aussi, donc j'ai travaillé avec des grands acteurs, bon, je ne citerai pas, mais où j'ai fait des projets qui ne se sont pas faits, avec des gens connus. J'étais dans des pôles d'auteurs, j'arrêtais pas de bosser. Ils attendaient un diffuseur, ils me payent pas. Enfin bon, bref, j'ai pas de regrets. J'ai tellement envie de travailler et de travailler surtout l'écriture et d'évoluer, de me challenger et tout. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé bénévolement pour des projets donc qui ne se sont pas faits avec des grosses têtes d'affiche. Et donc j'ai commencé à mettre un peu le nez dans la prod parce qu'il y avait des rendez-vous de prod et tout ça et je me suis rendu compte que c'était franchement maintenant n'importe qui peut se dire producteur, surtout des gens qui n'ont pas d'argent parce que comme on peut aller en chercher, il suffit juste d'avoir une structure et de prendre le titre de prendre un scénario. Généralement ils optionnent pour même pas 1000 balles et après ils vont l'envoyer par-ci par-là au CNC et puis au bout d'un an s'ils n'ont pas réussi à avoir des fonds ils vont dire désolé ton projet il a pas plu, etc. Il y a aucun engagement et ça je pense que c'est vraiment le problème de beaucoup de gens. Ou alors le projet dort dans une grosse boîte de prod. Oui, c'est aussi pareil. Moi, j'ai déjà signé des options où je me suis dit, trop bien et tout ça avec des grosses boîtes de prod. Mais en fait, je me suis rendu compte, ils en signent plein. Déjà pour bloquer un peu les projets, pour pouvoir sortir les leurs. Enfin bon, ça après. D'ailleurs, dans Recettes de prod, j'ai entendu pas mal de discours comme ça. Je pense que ça, c'est vraiment la réalité du métier. C'est très, très dur. Ah oui, c'est dur. Et puis, c'est éthiquement parlant quand même questionnable. C'est une prise d'otage des talents et une prise d'otage aussi des histoires. Donc, ça se discute vraiment. Donc, toi, tu es quand même passé par tout ça. Et alors, à quel moment tu t'es dit, il faut que je trouve un moyen quand même de réussir à produire quelque chose de plus grand qu'un court-métrage, mais en sécurité, quoi, sans me faire voler mon projet, sans le faire, prendre en otage. J'avais mon expérience du coup avec le tournesol. Oui. Le tournesol, j'ai vraiment vu comment le court-métrage pouvait vivre, pouvait se vendre en télé. Oui, parce que etc. tu l'as produit finalement. Donc du coup, ça t'a permis de vraiment comprendre comment faire pour porter la production. Et surtout que les sociétés de production, elles disent au réal, trouve ton casting, En fait, on apporte une valeur ajoutée à la boîte. Lui, après, bon, il s'était démerdé pour avoir un peu de matériel. Enfin bon, il a mis sa patte un peu dans le projet. Mais donc, je me suis dit, bon, je vais monter ma structure. D'accord. Parce que tout le monde m'a dit, il faut que tu montes ta structure. Voilà, j'ai un ami qui m'a dit, je peux t'aider, vraiment, fais des statuts. Moi, en plus, je suis vraiment pas dans la paperasse et tout, je déteste. Donc, je me fais aider, la structure est là. Là, je me dis, bon, la structure est là, qu'est-ce que je vais faire? Il fallait vraiment que je fasse un premier projet en tant que productrice uniquement. Oui. Et là, par chance, je me retrouve à un dîner à côté d'une jeune femme, Héloïse Martin. Oui. Qui m'explique qu'elle a signé un court-métrage avec une société de production, mais ça fait déjà 1 an que ça traîne, qu'elle ne comprend pas pourquoi ça n'avance pas. Et puis là, elle me dit, voilà, je veux vous raconter mon histoire. Donc, elle a été victime d'inceste dans son enfance par son oncle. Ça a duré 3 ans. Il y a eu un procès énorme.
Ça a été super éprouvant. Il a fini par avouer, l'oncle. Enfin, vraiment, là, il n'y a pas de prescription. C'est vraiment une histoire. Et donc, après avoir avoué tout ça, il a fini par avoir 1500 € d'amende et de la prison avec sursis. Enfin, elle ne s'est pas sentie du tout mise en position de victime, pas suffisamment en tout cas. Donc, elle m'a dit, je veux vraiment raconter cette histoire. Je sais pas, elle m'a touchée. Ouais. Et elle voulait réaliser aussi. Et je lui ai dit, bah écoute, tu sais quoi, vas-y, je le fais. Donc, j'ai appelé la productrice avec qui elle travaillait. Donc là, la productrice, évidemment, elle m'a dit, bah non, t'inquiète, tu me donnes un peu d'argent et puis je mettrai ton nom au générique. Comme ça, toi, tu seras crédité pour ta boîte et tout ça. On sait que c'est faux, hein, pour ceux qui ont un doute. Écoutez mon épisode de Bis. Vous comprendrez pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Horrible. Ouais. C'est pas honnête. Et c'est malhonnête aussi. Enfin, c'est quand même grave sur des histoires comme ça aussi de faire encore du business malhonnêtement, quoi. Bref. Bah alors, comment tu réussis à récupérer le projet ? Donc là, la productrice, j'ai dit, mais moi, ça me va pas. Il faut au moins que je puisse venir au tournage. Il faut bien que j'apprenne quelque chose. Non, elle voulait juste dire, je te crédite, machin. Moi, j'ai dit, bah, je fais pas. Et Louise, elle a fini par dire, bah, écoute, Anaïs, toi, fais-le. C'est elle qui m'a dit, fais-le, t'es capable de le faire. D'accord. Donc là, je me suis posée, je me suis dit, bon, comment on fait un film ? Il faut du matériel, des techniciens, enfin bref. Donc, on a fait des annonces pour trouver des techniciens. Moi, après, j'ai appelé aussi les studios de location de matériel. J'ai dit, bah, c'est mon premier film, j'ai pas d'argent, mais je vais en faire plein d'autres. Bon, là, ça a été la débrouille totale. Bah, ouais. Et Louise, elle a trouvé aussi, on a trouvé des solutions. On a eu des repas offerts par Cogent. Tout le monde nous a aidés. Super. Et Louise, elle a fait un super casting. On a eu Alison Paradis, Alexis Michalik, enfin vraiment. Super. Et moi, je suis vraiment restée en tant que productrice à gérer les galères du tournage. On n'avait pas tout le matos. Il a fallu faire des allers-retours au truc de location. J'allais chercher la bouffe, j'allais chercher tout. J'étais là tout le temps. Enfin, j'ai fait régisseuse, j'ai tout fait pour qu'elle puisse faire son film. Et après, donc bon, j'avais plus d'argent pour faire la post-prod. Donc, on a contacté Nolita, qui ont des gros studios de post-prod et qui ont dit, bon, bah, on fait une petite coprod et nous, on va prendre en charge tout l'aspect post-production. Très bien, super. Après, voilà, on a trouvé un distributeur, Manifest, qui est un des plus gros distributeurs de courts-métrages. Et puis, j'ai fait un deuxième cours avec Nolita. Là, on dit, voilà, fais ça et tout. Donc, je me suis fait la main un peu. Oui. Mais ils étaient rassurés aussi par ton approche qui était quand même pro, qui était engagée sur ton projet. Toi, tu voulais aller jusqu'au PAD, au prêt à diffuser. Ouais. Donc ça les rassure, parce que du coup, c'est cette garantie de bonne fin qui fait qu'on a confiance ou pas en une productrice ou un producteur. Donc c'est aussi pour ça peut-être qu'ils t'ont proposé un autre projet en production. Oui, et puis là, Héloïse Martin, on développe son long. Parce que le cours, là, super. Il a une belle vie en festival. On vient d'apprendre qu'on a un gros festival là qui va tomber. On va à Angoulême, au festival du film d'Angoulême, avec le court-métrage, donc on est très contents. Bravo. Elle a un prix aussi en Islande avec l'ambassade et tout. Enfin, bon, bref. Non, c'est très cool. Et puis, moi, en fait, ça me plaît aussi. Le rôle de productrice me plaît. Bah oui. Ouais. C'est-à-dire vraiment faire que l'aspect business, entre guillemets, enfin, supervision et accompagnement. En plus, en tant que scénariste, je leur ai fait retravailler. Ça, c'est quand même un atout. J'ai un œil sur les textes. Je l'ai aidé à retravailler son scénario. En réal aussi, je peux aider. Enfin, je trouve que c'est un plus de pouvoir. Clairement. De connaître un peu ce métier. Et puis donc, là, c'est vrai qu'il y a une frustration aussi de faire les cours des autres. Moi, j'avais vraiment envie de faire mon long métrage. Et en fait, j'avais bloqué Joey Star il y a très longtemps parce que son agent m'avait dit là, il va faire le remplaçant pendant 3 mois. Après, il a Black Label. Il a donc une tournée au théâtre. Elle m'a dit après, si tu veux faire ton film, je bloque avril. D'accord, ok. Donc tout s'est calé par rapport à ça. Et moi, j'ai dit ok. Donc en fait, bravo. Je me suis retrouvée à dire j'ai bloqué Joey Star. Je suis obligée de faire le film. C'est pas mal, c'est bien. Maintenant, et là, j'ai fait une rencontre incroyable. Enfin, un producteur, mais qui était plutôt dans l'événementiel et qui a travaillé pour le Festival de Cannes pour plein d'événements. Quelqu'un qui est entrepreneur comme moi, qui s'appelle Samy Lambolé, et qui m'a dit, mais en fait, Joseph, on va le faire comme ça, comme tu as fait les cours, comme on a toujours fait, comme moi, je fais des événements. Il me disait, moi, je fais des événements à je sais pas combien de millions d'euros avec des grosses marques. De toute façon, on n'est jamais prêt et tout. Donc là, pareil... négociation des prix pour le matériel. Moi, j'ai écrit ce film quand j'habitais sur l'île Saint-Louis, dans une chambre de bonne, où j'ai écrit avec le café, le club échangiste, enfin mais tout le monde nous a prêté. En fait, le club échangiste nous a prêté le club, le café, l'escale. On a eu tous les décors. Bah oui. Pareil, on a appelé tous les restos, on a appelé nos potes qui nous ont fait les repas. Joey Star qui est venu quasi gratuitement sur le projet. On a eu Catherine Jacob. J'ai Pierre Richard qui a fait un guest. Non, je me suis dit, voilà, et là, on a les studios de post-production Titra à la plage, qui est un des plus gros studios de post-production, qui nous prête l'endroit. J'ai l'impression qu'à partir du moment où j'étais décidée à le faire, tout s'est aligné. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? Pendant des mois, on est
paralysé par un producteur qui a signé le projet et qui n'avance pas et qui, au début, fait un déjeuner avec vous, vous êtes la meilleure, la nouvelle, machin et tout. Et puis, je sais pas pourquoi, après ce déjeuner, la relation, elle se dégrade et il finit par même plus décrocher au téléphone. Ouais. À dire oui, bah, je suis C'est vrai. dessus, mais là, ça va, voilà, là, je me souviens, l'année dernière, à cette période-là, où en juin, j'espérais qu'on allait pouvoir tourner, peut-être en septembre, et juillet, août, j'ai eu aucune nouvelle, mais interminable, ça nous Ouais. bouffe, ça nous Oui, tue. oui, c'est pas correct. C'est pas correct. Ouais. Le théâtre, on a cette chose-là de pouvoir faire les choses. Mais c'est comme, je vois, parce que pareil, je m'entoure aussi de musiciens. Ouais. Vanille, par exemple, elle compose ses chansons, je la vois, elle va jouer sur scène, au Rosa Bonheur. Enfin, on peut vivre, jouer, etc. Un film, c'est très compliqué. On doit être énormément. On peut pas le faire seul tant que ça. Oui, non. Donc nous, on était deux, parfois contre le reste du monde aussi, parce que on a eu plein de soucis aussi avec les techniciens. Enfin, c'est très difficile, hein. Ah oui, c'est vraiment une épreuve. Il faut convaincre tout le monde sans cesse. Et puis, il y a toujours des imprévus. C'est-à-dire qu'il faut toujours gérer le fait que ça ne va pas se passer comme on l'avait anticipé. Et il faut quand même garantir cette bonne fin, avoir à la fin suffisamment de séquences exploitables pour faire un film. Donc, c'est une pression énorme et c'est une aventure en continu, ça c'est clair. Mais par contre, je trouve que c'est complètement cohérent avec tout ton parcours, ton histoire et ton affect pour les histoires humaines, les relations humaines, les histoires des personnages et les liens qu'ils peuvent tisser entre eux. Parce que finalement, là, tu prouves par ton film, l'histoire même de ton film. C'est-à-dire, c'est grâce aux différentes rencontres que tu as pu faire dans ton parcours et aux liens qui se créent spontanément entre deux humains qu'en mettant la somme de tout ça au même endroit, on peut fabriquer un film de long métrage, quoi. Oui, et puis, encore une fois, moi, en tant que scénariste, parce que c'est vraiment ce que j'écris des histoires. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise histoire, et il n'y a pas de rythme, et il n'y a pas d'enjeu, et il n'y a pas de... Là, parfois, c'est... Alors là, il manque un enjeu, tu vois, faudrait qu'ils s'engueulent, faudrait qu'ils partent, faudrait que truc. Après, on m'a dit, non, mais tu sais, faudrait qu'ils couchent ensemble à un moment que... En fait, moi, quand j'écris, c'est marrant, c'est Jean Cocteau qui disait ça. En fait, l'inspiration, pour moi, c'est une émotion. C'est un truc qui arrive et où je les vois, je les imagine. Ils pêchent, ils se regardent, ils font de la cuisine. Je connais l'ordre, etc. Donc, je ne peux pas défendre ça. J'ai toujours dit, il faut faire le film comme ça. Sinon, ça va pas marcher. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez envie de changer ? C'est dommage. Oui. Je vous apporte ça. Ouais. Je vous dis que ça, c'est bien. C'est ça qu'il faut garder, c'est tous les films sont construits de la même manière. Il y a un indice qui fait qu'après, oui, en fait, c'était sa sœur. C'est la construction des scénarios. Je pense que tout le monde a fait le même atelier du scénario, c'est pareil. C'est vrai. L'important, c'est qu'à la fin, on ressorte avec quelque chose. On s'en fout. Parfois, donc, on dit oui, bah, c'est lent, c'est chiant. Parfois, on nous influence à transformer un scénario. On nous force à prendre quelqu'un en casting. Oui, et pas forcément pour les bonnes raisons, c'est ça aussi. C'est pas pour renforcer l'essence du projet ou l'ADN du projet. Hein. C'est souvent, malheureusement, pour des questions d'ego, quoi. C'est juste pour dire, ah bah c'est moi qui ai imposé ça, ceci, cela. Donc, et après, il y a trop d'argent dépensé. Moi, j'ai fait un film là qui m'a coûté il doit valoir 1 million d'euros, mais je pense que j'ai dépensé 100 000 euros à peu près. On a réussi à trouver l'argent, etc. Quand on voit certains films qui sont faits comme L'amour ouvre, 35,7 millions d'euros. Ça n'a pas de prix. Et ça, en plus, ça récupère les subventions ils ont eu 11 millions d'euros du Nord. De Pictet à Novo. Et c'est des gens après qui défendent le cinéma, faut que les femmes fassent des films. Bah, pour 11 millions d'euros, on aurait pu faire 11 Combien de films Ouais, exactement. De femmes à 1 million d'euros. Exactement. Et que le grand public aurait aimé, en plus. C'est-à-dire que la proportion, en plus, du grand public à adhérer à ces films-là, elle est réelle. Donc, c'est vraiment important de le rappeler. Parce qu'il y a une démarche sincère, artistique, émotionnelle sur l'histoire du projet. Donc, complètement. Hein. Et après, il y en a qui ont la science infuse sur qu'est-ce qui va marcher. Et puis, il faut des grands thèmes. Alors, il faut faire un film sur le divorce. Maintenant, il faut faire un film LGBT. Il faut faire un truc. Moi, je ne peux pas tout raconter. Si j'écris sincèrement, c'est forcément que j'ai vécu cette chose-là. Alors après, on peut vivre des choses, c'est-à-dire, je peux décider de partir 6 mois en Australie pour pouvoir justement réécrire ce truc-là. C'est-à-dire, je peux me challenger pour être en capacité d'écrire. Mais je peux pas, sur un claquement de doigts, dire bah tiens, faut que tu écrives là-dessus, c'est ça qui va marcher. Mais ils en savent rien. Non, ils en savent rien. Surtout que ça fait combien d'années que ça marche beaucoup moins. Et après, c'est vrai. Pareil, chacun son couloir, et je trouve ça génial qu'on puisse refaire des films comme Monte Cristo. Mais il faut se dire quand même que
L'amour ouf. Là, il y a Chien 51 va sortir de Jiménez. Enfin, tous ces trucs-là. Emmanuel d'Audrey Diwan. Enfin, soit c'est des remakes, soit c'est des bouquins. Ouais. Le CNC, il doit quand même soutenir des gens qui écrivent. Des vraies créations, qui ne sont pas des adaptations ou des reboots. Ouais. Entendez-nous. Oui, c'est important. C'est important et puis il y a la place pour ça et je trouve que c'est totalement légitime, quoi. Moi, je trouve ça très, très dangereux, effectivement, comme tu l'as dit, d'avoir soi-disant la bonne recette du long métrage de cinéma qui va fonctionner, alors que en fait, le but, c'est pas tellement qu'il fonctionne, mais c'est de prendre en otage soit des communautés en leur vendant un faux discours pseudo-politique sur leurs engagements communautaires pour les faire rentrer en salle le plus vite possible en 1 ou 2 semaines montre en main, parce qu'ils savent que selon les paliers d'entrée, ils vont avoir les guichets automatiques qui vont se débloquer. Et derrière l'histoire, on n'en a rien à faire. Que ce soit sincère, que ce soit véridique, que ce soit respectueux de ce qu'on veut partager avec le grand public, il n'y a aucun respect pour ça de la part des gros industriels en place aujourd'hui. C'est terrible, parce que les belles histoires, elles sont là, absolument. Les belles histoires, elles sont là, les auteurs, ils sont là, et il faut arrêter de les bloquer aussi violemment. Et comme tu l'as très bien expliqué, il y a peut-être urgence à avoir une meilleure répartition des financements. Le système, il est bien pensé en plus, c'est ça qui est quand même fou. Ceux qui lisent. Moi, je lis parfois des scénarios qui me tombent entre les mains parce que je m'y intéresse. Bah oui. D'histoires magnifiques. Je comprends pas comment on peut passer à côté. Ouais. Et c'est pareil, au niveau des scénarios, il faudrait qu'il y ait une bibliothèque de scénarios, pas que la cinémathèque où il y a que les films qui ont eu des prix, un endroit où on peut lire des scénarios. Ouais, je suis d'accord. C'est hyper intéressant. Moi, je voulais faire ça au début. Je me suis dit, moi, j'adorais. J'ai pas lire des scénarios de films qui ont pas c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais eu l'idée aussi. Mais je trouve ça intéressant. Les dialogues et puis la manière dont on transforme le scénario après en tant que réalisateur. Moi, en tant que scénariste, ça m'est déjà arrivé. Bon, j'ai déjà écrit des courts-métrages pour des réalisateurs. J'avais fait ça en Suisse. Bah, ils changent les prénoms, etc. Ils se permettent beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas grave. Mais pourquoi faire ? Ouais. Enfin, c'est vachement recherché. C'est un travail que j'ai fait. Je ne passe pas pour des relous. Les gens ont besoin de s'approprier, de changer. Mais malheureusement, ça fonctionne pas. Oui, non, ça. Et moi, je me suis dit, j'ai écrit ça. J'ai pas envie de mettre mon nom sur ce truc-là parce que c'est pas ce que j'ai écrit. Vous n'avez pas lu, il le survole. Ah oui, et puis en plus, ce qui est drôle, enfin c'est pas le bon mot, mais c'est que la plupart des gens qui veulent avoir cet impact lourd sur les scénarios, c'est des gens qui n'ont jamais écrit. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas des qui voilà. Je le dis encore une fois. Mais là, les Goncourt aussi. Enfin, là, c'est quand même assez particulier. Les enfants après eux, tous les livres qui ont eu le Goncourt, qui ont eu machin, sont adaptés au cinéma. D'ailleurs, parfois, un roman, ça a besoin de rester un roman. Ça s'adapte pas. D'accord aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est frustrant. C'est frustrant parce que je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a des très belles histoires, il y a des magnifiques scénarios qui sont des scénarios originaux, qui ne sont pas des reboots, des adaptations d'œuvres préexistantes et qui malheureusement restent dans l'ombre parce qu'on leur refuse une place qui pourtant peut complètement exister sans parasiter la soif de l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui et qui pourrait en plus toucher un vrai public. Et le public, il est là. Et je pense que c'est quand même lié au fait qu'on malmène beaucoup trop le grand public et qu'on pense sincèrement à chaque fois que non, ils vont pas comprendre. Si on met pas telle tête d'affiche, ils vont pas y aller. Si on n'a pas des dialogues hyper explicatifs, ils vont pas comprendre ce que tu veux leur raconter dans l'histoire. Enfin, il y a un côté un peu mais moi, dans mon spectacle, c'était pareil. Dans mon spectacle, on me disait toujours il faut que tu racontes tes histoires de cul, tes grandes blondes, fais du stand-up. Mais j'ai dit non. Je veux pas, je vais pas, c'est tellement dur de monter sur scène si je n'y vais pas avec un besoin précis. Donc de raconter une cohérence personnelle forte, quoi. Et je réincarne Jean Cocteau à la fin. J'ai donné envie à des gens de relire Cocteau. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, quoi. Non, mais c'est important de rester engagé et puis cohérent avec soi-même. C'est ça que tu défends finalement. Oui. C'est de rester soi-même malgré tout et de rester confiant sur l'émotion qu'on ressent à travers des histoires, soit qu'on a vécues, qu'on a expérimentées ou qu'on a écoutées ou dont on a été témoin, et de l'envie simple de partager cette émotion avec le grand public pour l'amener à se questionner, à vivre et à vibrer en fait, à être humain. Donc c'est quand même pour ça aussi qu'on aime ce métier-là. C'est pour ça qu'on aime l'audiovisuel, le cinéma, qu'on aime produire et écrire. C'est pour ce partage d'émotions, ce partage d'histoires et se dire on n'est pas seul dans nos questionnements, dans nos galères, dans nos chemins de vie. Et puis après, moi, comme je regardais beaucoup de films, plus ou moins bien d'ailleurs, il y a certains films qui m'ont énormément touchée et je pense que j'ai fait un film que j'aurais aimé voir. Ouais. Bah oui, aussi. Je trouve qu'avec la rapidité de tous ces réseaux sociaux, etc., moi, c'est un film d'ambiance. Oui. On est bien, on est à Paris,
Il y a des gens qui se regardent, enfin qui s'aiment et qui... Elle fait des cours de japonais aussi il y a un mec qui a trouvé l'amour sur les réseaux sociaux. Elle arrive dans un mois, donc il apprend le japonais pour elle. Il y en a une autre qui élève des chats en réseau, qui est jouée par Héloïse Martin. Il y a ça aussi. J'ai produit son film, elle joue dans le mien. On se connaît maintenant. Je sais que si j'ai besoin d'elle, voilà, elle a écrit des traitements. On relit les choses. Je vais pas rester 6 mois sans lui faire un retour sur ce que j'ai lu. Il y a ça aussi, on envoie, parfois on n'a jamais de réponse. Ouais. C'est normal, moi aussi. Là, depuis que j'ai monté ma structure et depuis que ça fonctionne un petit peu pour moi, je reçois un nombre de scénarios inimaginable. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. Si on met une annonce pour avoir un chef-op, on reçoit des centaines et des centaines de messages. C'est vrai. Le plus dur, c'est de ne pas travailler. Donc c'est pour ça qu'au niveau du modèle économique d'un film, c'est un tournage. Moi, je disais aux techniciens, vous avez de la chance, vous êtes sur un tournage qui se fait. Oui. Il y a un film. Je faisais tous beaucoup pour la plupart des clips et des trucs. J'ai dit, mais là, on est sur un long métrage de cinéma. Moi, j'aurais adoré avoir cette chance j'aurais été capable de payer mon stage pour pouvoir être sur un tournage. C'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'accès au tournage. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de galères, mais j'ai adoré faire ce film. Super. Bah oui, c'est quand même passionnant. Je suis ravie. J'adore ça, j'ai envie d'en faire plein d'autres. Et je comprends maintenant, je crois que c'est Stanley Kubrick qui disait pour comprendre et savoir faire des films, faut en faire. Oui, c'est vrai, complètement. Je n'allais pas attendre toute ma vie. Là, j'étais dans un truc, c'est soit j'arrête tout, soit je le fais. Bon, écoute, t'as bien fait de suivre ton intuition. Bravo. Et donc, on a hâte de découvrir vraiment la suite. Il sortira quand? Est-ce que tu sais là, j'espère qu'il sera prêt pour le mois de novembre. D'accord. On a du coup trouvé une agent qui va s'occuper de nous aider à trouver quand même quelques festivals pour le présenter en avant-première. Et puis, normalement, après la sortie, elle se fera en octobre 2026. D'accord, ok. Bon, très bien. C'est long. C'est long, mais voilà, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. En même temps, ça permet aussi de laisser cette stratégie de monter en désir, on va dire, du projet avant qu'il sorte en salle. Donc, c'est plutôt bien d'avoir ce temps-là. C'est marrant parce que quand je t'écoute parler, raconter ton film et comment tu perçois les histoires, moi, ça me rappelle beaucoup pas mal de films de cinéma japonais. J'imagine que tu vois beaucoup de ce cinéma-là où justement on prend le temps de ralentir un petit peu, de vraiment prendre conscience de l'importance d'un petit lien invisible entre deux personnes. Bien sûr, mais même un lien invisible entre nous et nous-mêmes. Japonais, oui, c'est vrai. Le Perfect Days de Wim Wenders, l'histoire de ce mec qui lave les toilettes à Tokyo, c'est des films où il peut passer des heures chez lui à ranger, à combler le vide, à être bien là où il est. Moi, c'est vrai que ça me bouleverse. Et surtout, on se pose dans ce film. Et en regardant les images, on pense à notre vie aussi. Oui, c'est vrai. C'est un instant, c'est un peu comme de la méditation accompagnée. Et puis, il récupère des vieilles cassettes, il rencontre quelqu'un, ils vont vendre des vieilles cassettes pour essayer d'avoir de l'argent. Lui, il l'emmène dans une soirée. C'est 2 mecs qui font le tour de Tokyo avec une camionnette de lavage de... Je sais pas, il y a vraiment, il y a cette chose-là. Et aussi, au niveau des liens, il y a beaucoup de pudeur dans le cinéma japonais, même chinois. Enfin, il y a une pudeur qui me bouleverse, moi. Après, il faut avoir cette sensibilité-là. Il y en a qui l'ont pas, mais justement, un film, pour moi, on est tous tellement différents. Un film ne doit pas plaire à tout le monde. Et c'est bien quelqu'un qui a détesté votre film. Il a quand même ressenti quelque chose. C'est vrai. Oui, clairement. Tout à fait. Ça met quand même en exergue, justement, je dirais, l'ADN profond du film. Puisque du coup, ça confronte un film, ça doit vous bouleverser. Même à l'époque, je faisais L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche. Tout le monde a eu envie de partir à Barcelone il y a La Grande Bellezza aussi, c'est un film où on a envie de partir à Rome. Ah ouais, voilà, moi peut-être si mon film on a envie de tout plaquer après, tant mieux. Surtout que je dis Joseph, elle est drôle parce que sa grand-mère elle lui dit qu'est-ce qui fait que tu plaques tout? Elle dit mais en fait je suis au SMIC dans une boutique de pain, je plaque qu'est-ce que j'ai à perdre quoi? Oui. Qu'est-ce que je peux pas avoir pire là. Je suis pas bien, je suis triste, j'ai rien construit. Donc on va pas en faire un fromage quoi. C'est vrai. Ce qui est horrible c'est de ne pas voir. De rester bloqué dans un truc. Et c'est ça, la société, même toutes les contraintes qu'on a, c'est-à-dire payer nos impôts, nos téléphones, nos machins, tout ce qui nous retient, toutes les obligations qu'on a, tous nos frais, tous nos trucs, on est entrepreneur, on a l'URSSAF, les machins, toutes les merdes qu'on a au quotidien, nous empêchent de profiter. Moi, j'ai monté ma société. J'ai fait 3 films. J'aurais adoré qu'on m'aide à l'embauche pour avoir quelqu'un en plus pour m'aider. On se fait assassiner par les frais, les trucs, les frais comptables. Ça coûte super cher d'être libre. Ouais, clairement. Oui,
C'est ça, ouais. C'est un coût, la liberté. Et du coup, comment tu t'en sors, toi? T'arrives quand même à vivre? Bah oui, moi, je m'en sors. Après, moi, je bosse pas mal. Là, par exemple, je vais partir à Monaco. Je fais maîtresse de cérémonie pour le prince Albert. Je fais encore un peu de théâtre Pas comme mal. ça, Pas mal. sous l'eau. Pour gagner un peu ma vie. Puis non, Bah c'est oui. vrai, après, je fais des partenariats avec des marques de vêtements pour les films. Oui. Je me débrouille. Ouais. Et puis après, moi, je vis très modestement. Ça, pour le c'est un coup, vrai talent quand même. Hein. Tu as vraiment ce talent quand même de la débrouillardise et de trouver des deals gagnant-gagnant, Ouais, de trouver des accords, de trouver... théâtre. Je suis prof de théâtre. Le long métrage, je l'ai produit moi-même. Les courts métrages, pareil, je les vends en télé. Et puis le film, là, avec les sorties salles, c'est sûr qu'on se rembourse plus, quoi. Oui. Mais en tout cas, c'est un pari sur l'avenir et tu as quand même cette force de t'engager et de tenter. Ouais, et puis là, ce qui est cool, c'est que voilà, je peux faire que ça. Ouais. J'arrête le reste. Tout ce que je fais, c'est du plus. Si je peux monter sur scène, je le referai. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'après, pour passer le cap de vraiment se lancer à faire un vrai spectacle, il faut jouer 3-4 fois par soir. Oui. Je suis pas prête encore à laisser ma fille. Je préfère être à la maison Bah oui, je comprends. avec elle, ouais. Encore petite, enfin, c'est normal. Ouais. Et ça fait partie de ce que tu disais, c'est de vivre aussi. Bah là, ma vie, j'ai envie que ce soit d'abord un peu ma vie de famille et puis après, on verra pour les projets, pour relancer des projets. Tout ce qui est attaché au vrai, c'est-à-dire faire un spectacle sur une scène de théâtre, c'est hyper difficile et tout. Faire rire les gens en vrai comme ça, tout ce qui demande un effort et qui est une performance, ça me plaît beaucoup. Ouais. C'est-à-dire là, aujourd'hui, quand je fais la post-production, j'en pleure parfois. Je me suis tellement battue pour garder ce film intact. Ouais. Mais si j'ai qu'une seule chose à raconter, c'est ça. Donc moi, demain, je suis tout à fait OK pour aller retourner bosser dans un bar, en fait. Ouais. J'ai été jusqu'au bout de ça. Bravo. C'est vrai, hein, si je devais faire qu'un film, voilà, c'est ça. Bravo, tu peux être fière de toi. Ça me parle énormément ce que tu dis, c'est rigolo parce que moi aussi j'ai beaucoup cette résilience, cette humilité. Il y a plein de gens autour de moi qui comprennent pas, tu vois, quand je leur dis bah non, mais moi je préfère mon chemin de vie, même si effectivement je suis dans une frugalité quotidienne. Voilà, je reste quand même alignée avec moi-même. Et toi, c'est exactement ça finalement. Ton parcours de vie, bah, tu te choisis. Et le but, c'est simplement d'être en accord avec toi-même, de ne pas trahir tes valeurs profondes humaines dont on a vraiment besoin aujourd'hui et de garder ce chemin qui est en accord avec ton cœur, tout simplement. Ouais. Bravo. Bah écoute, ça m'a beaucoup touché ton échange. J'ai hâte de suivre vraiment la suite de ton parcours. À l'avant-première. Et puis merci parce que je trouve que tu nous as partagé vraiment des choses très importantes sur ce métier-là qui est passionnant et sur la création qui est vraiment de garder cette sincérité du cœur. Voilà. En accord avec son âme. Certes, c'est une industrie, mais c'est aussi un médium qui touche au cœur et il ne faut pas l'oublier. Ouais. Donc, merci pour ça. Quel joli beau mot de la fin. Merci de m'avoir invitée, je suis très contente. N'hésitez pas à aller liker, à commenter positivement. De toute façon, comme d'hab, je pense que je vais réinviter Anaïs pour la suite de ses aventures. C'était vraiment un partage très... Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a touché aussi. Partagez-le à toutes celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Dans les commentaires et les descriptions, je mettrai les liens pour suivre le travail d'Anaïs et tout. Et aussi, je vous mettrai sur mes comptes les mises à jour pour pouvoir aller voir les films. Voilà, il faut envoyer de la force à ces personnes-là comme Anaïs parce qu'on a besoin de ce cinéma-là, on a besoin de ces créateurs-là. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que tu veux redire un petit truc? Non, merci, j'étais très contente de partager ce moment. Merci, merci. Et à bientôt sur cette bons conseils.